Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi et bon week-end de Pâques à tous. Donc, cette vidéo va être consacrée à l'analyse des structures de consolidation sur le marché des cryptos. Je veux aussi, on m'avait demandé de faire un peu du Litecoin qui a été assez précurseur dans le retournement de cycle qui est en train d'avoir lieu sur le marché des cryptos. On va aussi faire une mise au point sur ce qui se passe sur les indices européens et américains parce que là vraiment l'Allemagne est en train de reprendre du galon et ça fait grand bien, ça fait grand plaisir. C'est annonciateur d'un été super intéressant pour le marché des actions et pour tous ceux qui font du swing trading, que ce soit en daily ou en hebdomadaire. En principe, l'été devrait être plutôt très agréable. Et puis le trader mindset de cette semaine qu'on attaque tout de suite. Alors, dans le trader mindset de cette semaine, on va parler du chiffre magique et on va voir comment l'utiliser à contre-courant de toute l'espèce humaine. Donc déjà, qu'est-ce que le chiffre magique et quel est votre chiffre magique à vous? Alors le chiffre magique, c'est le montant de patrimoine, j'entends dire sans dette, qui nous fait marquer une pause dans notre vie quand on l'atteint. C'est le genre de montant qui, voilà, si on le place à 3% à la banque en mode ultra safe, eh bien ça rapporte de quoi vivre comme un rentier sans devoir prendre la moindre décision inconfortable en termes de placement financier, sans risque, en gros le reste de sa vie. Donc pour vous, est-ce que ce chiffre magique, eh bien c'est 500 000 euros? Est-ce que c'est 1 million d'euros? Est-ce que c'est 5 millions d'euros? Est-ce que c'est plus, bande de petits gourmands capitalistes? En tout cas, voilà, c'est la somme d'argent qui nous assure un tel niveau de sécurité matérielle qu'ensuite nous nous retrouvons à autre chose. Et ce autre chose, c'est face à nous-mêmes à devoir résoudre donc un autre problème existentiel qui est bien plus profond que celui de la pérennité, de la sécurité matérielle. Alors, on va parler maintenant de ce chiffre magique, le jour où on l'atteint. Et on verra d'ailleurs le jour d'après, un petit peu plus loin dans ce trader mindset. Alors, est-ce que le jour du chiffre magique, le jour où vous atteignez, vous voyez sur votre compte ou en faisant la comptabilité un petit peu de votre patrimoine, est-ce que c'est la fête? Est-ce que vous débouchez le champagne? Ou est-ce qu'il se passe quelque chose de différent dans votre tête? Eh bien, si vous avez l'occasion d'atteindre cet objectif, hélas, la réaction émotionnelle que vous allez susciter s'approchera plus de celle de la crise de la quarantaine que de celle d'un gagnant du loto. Vous allez comprendre pourquoi. Vous devrez faire face à une nouvelle problématique. En levant la tête, en regardant loin devant vous, vous allez vous dire « Mais quel sens vais-je donner à ma vie maintenant que j'ai atteint cet objectif, ce chiffre magique ?» Eh bien, cette question existentielle, elle s'impose à nous, souvent trop tard, bien trop tard pour la vivre avec légèreté. Tout simplement parce que, voilà, ce genre de chiffre magique, en général, on ne l'aborde pas à nos 20 ans, mais plus à nos 40, 50, voire 60 ans. Et c'est lui qui nous impose de faire face à nous-mêmes et à notre propre condition existentielle en tant qu'être humain. Donc, nous nous rendons alors compte de notre propre existence et que celle-ci a surtout été liée à une succession d'étapes dans le but d'atteindre ce chiffre magique tout au long de notre vie. Et ce chiffre, il symbolise une forme de sécurité que notre société place sur la plus haute marge du podium. Mais dans tout ça, nous, comment est-ce qu'on se sent? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant avec le lendemain du chiffre magique qu'on pourrait apparenter à ce qui est la gueule de bois. Donc s'il s'agit du Graal, ce chiffre magique, d'un Graal tant défendu dans notre société moderne et occidentale, alors première question, pourquoi l'homme qui trône sur ce magnifique podium est envahi par la sensation que tout cela n'est qu'un leurre? Deuxième question, pourquoi en conclut-il que l'œuvre de son parcours professionnel n'est en réalité qu'un gaspillage de ses meilleures années de vie? Ce qui amène à la troisième question. Enfin, pourquoi ressent-il une nouvelle forme d'insécurité alors même qu'il a atteint le niveau ultime de sécurité matérielle? Pourquoi est-ce qu'il a cette forme d'insécurité qui est celle d'être passé à côté de sa vie et de ne pas savoir qui il est vraiment? Donc on va pas se mentir, on a tous ce chiffre magique en tête. Si je vous pose cette question, vous avez probablement un chiffre qui va vous être retourné, vous allez réfléchir et vous allez dire voilà,
même si, voilà, j'ai quand même un chiffre magique. Eh bien, plus nous accordons d'importance donc à ce chiffre, et plus nous risquons de devoir affronter ces lourdes questions. Que l'on atteigne d'ailleurs ou pas ce chiffre magique, à un moment donné, on va se retrouver face à nous-mêmes, à une crise qui est souvent celle de la quarantaine, et qui va nous faire cette même sensation que le jour où on atteint le fameux objectif du chiffre magique. Donc je voudrais vous faire un petit parallèle maintenant avec quelque chose qui est assez personnel. Est-ce que je suis le trader surfeur ou le surfeur trader? Vous savez, ça symbolise un petit peu ma personnalité. Dans mon entourage, mes camarades adorent me présenter comme le trader surfeur. Ça résume parfaitement l'organisation de mon quotidien, les valeurs auxquelles j'adhère et surtout l'orientation que j'ai donnée à ma vie entière. Cependant, dans ces deux termes, règne un paradoxe qui pourrait porter à confusion. Est-ce que l'on parle d'un trader à la recherche d'un chiffre magique et qui se détend sur le long de son parcours pour atteindre son chiffre magique, mais qui se détend en faisant quelques sessions de surf? Ou au contraire, est-ce qu'on parle d'un surfeur qui construit toute sa vie autour d'un profond appel de la nature, de l'océan et de la glisse, et qui du coup utilise la bourse comme un moyen d'atteindre non pas un chiffre magique, mais un état de bien-être magique? Donc si vous me connaissez un peu, vous savez de quoi il en retourne. J'ai pris cet exemple pour que vous le transposiez à votre cas personnel et vous allez voir, on va aller un petit peu plus loin sur cette problématique. Est-ce la partie d'ombre ou de lumière qui génère votre dynamique de vie? En général, on associe l'argent à l'ombre, au mal, à tout ce qui est néfaste. Pourtant, vous le savez, l'argent, c'est juste une énergie. Donc, quand je parle de la partie d'ombre, que nous avons tous en nous, on ne va pas se mentir, on a tous de l'ombre et de la lumière, quand je parle de cette partie d'ombre, je désigne la provenance de nos motivations. D'où vient cet influx, cette énergie qui nous pousse à faire ce que l'on est en train de faire? Lorsque ces motivations sont en accord avec ce que nous avons dans le cœur, nous pouvons légitimement parler de lumière. Tandis que lorsque nos motivations sont calquées sur ce que la société valorise, clairement, ça sent l'enfumage, le brouillard et donc l'ombre, pour ne pas dire carrément qu'il s'agit d'un trou noir. Donc quand ces motivations sont liées à des images que la société, que l'éducation nous a toujours projetées dans nos têtes en nous disant « suis cette chose-là, va trôner en haut de cette marche du podium », il y a de fortes probabilités pour que la dynamique que vous ayez mis en place dans votre vie soit une dynamique liée à votre partie d'ombre et non à votre partie de lumière. Donc du coup, ça nous fait poser la question, est-ce qu'il faut construire sa personnalité autour de l'argent ou est-ce qu'il faut construire de l'argent mais autour de sa personnalité? Et croyez-moi, derrière ces deux images-là, on a vraiment deux parcours de vie, deux dynamiques qui sont complètement différentes. Une qui est basée sur l'ombre que l'on a en nous et l'autre qui est basée sur la lumière que l'on a en nous. Typiquement, je vais vous prendre l'exemple des nouveaux riches. C'est vraiment l'exemple parfait. Donc, les nouveaux riches sont des personnes qui pensent s'épanouir en trônant sur le podium édicté par la matrice. Donc, pour cela, ils vont construire un monde, une personnalité. Donc, ils vont même moduler leur personnalité pour s'intégrer dans les plus hautes sphères de la société. Ils vont créer de nouvelles relations sur la base d'éléments extérieurs à ce qu'ils ont dans leur tribe, c'est-à-dire ça va être des belles montres, des beaux costards, des belles phrases. Ils vont toujours essayer d'être dans les bons restos. Ils vont montrer du doigt ceux qui n'appartiennent pas à leur caste. Ils vont vraiment scinder le monde et la société en deux parties, limite deux mondes qui s'opposent. Pour moi, ça c'est le plus bel exemple des personnes qui changent au contact de l'argent. Plus ils tirent sur cet élastique, plus ils s'exposent à un retour de bâton émotionnel qui est phénoménal. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils s'éloignent de plus en plus sur ce qu'ils ont véritablement dans leur cœur. Construire sa vie autour du chiffre magique n'implique pas la même dynamique que celle de construire un chiffre magique autour de sa vie. Les priorités sont littéralement opposées. Donc on va en arriver maintenant à la partie qui nous intéresse le plus, celle des traders et des spéculateurs, ou même des entrepreneurs vis-à-vis de ce chiffre magique.
qu'est-ce que les entrepreneurs et les traders pensent du chiffre magique? Eh bien, les entrepreneurs ou les grands investisseurs de notre monde, vous le savez, ils sont très controversés. Certains journalistes ou certains observateurs vous diront bien que ces personnalités ne recherchent que le profit, l'argent et le pouvoir. Effectivement, c'est une façon de voir un résultat en omettant totalement une partie de la réalité. Pourquoi? Parce que toutes ces personnalités, il faut savoir qu'elles n'ont pas été drivées uniquement par l'argent, mais depuis le départ, à la base, quand elles étaient dans leur garage, elles étaient portées par une puissante vision du monde, quelque chose qu'elles avaient en tête et qui n'avait rien à voir avec un coffre-fort. En étant littéralement fous amoureux de leur propre perception, eh bien ces entrepreneurs ont littéralement mis au centre de leur vie et de leur existence cette vision du monde. C'est-à-dire que quand Warren Buffett trouve une entreprise sous-évaluée, quand Elon Musk veut nous amener sur Mars, ou quand Steve Jobs veut proposer l'informatique à la portée de toute l'espèce humaine, eh bien ces hommes ne voient pas des liasses de billets, et encore moins comment exploiter des petits enfants dans des pays sous-développés. Non, 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 ils voient le monde au travers du prisme de leur cœur et de leur vision créatrice. Et que vous le vouliez ou non, ça, je suis désolé de vous l'annoncer, mais pour matérialiser une vision dans le monde dans lequel on vit, le seul outil à notre disposition, le seul outil que l'homme qui veut bâtir quelque chose autour de sa vision peut utiliser, eh bien, c'est le capitalisme. C'est la seule chose qui marche pour créer d'autres choses. Le capitalisme permet d'accéder à de l'énergie créatrice, que ce soit sous forme d'argent, sous forme de puissance de production, sous forme d'innovation intellectuelle ou que sais-je. Plus on maîtrise les outils du capitalisme et ses règles du jeu, et puis on peut démultiplier cette énergie créatrice. Donc ces ovnis de la finance et de l'entrepreneuriat n'ont pas de chiffres magiques, ils ont une image magique de ce que le monde devrait être selon eux. Ce qui va nous amener maintenant aux spéculateurs en particulier. Comment les spéculateurs atteignent leurs chiffres magiques sans jamais vraiment le plébisciter et du coup sans jamais subir la crise qui l'accompagne. Avec l'image que la matrice nous véhicule des traders, vous la connaissez, il est presque impossible de concevoir un niveau de philosophie auprès des spéculateurs. C'est-à-dire que chaque spéculateur doit atteindre un niveau de remise en question, de philosophie autour de son métier, autour de son activité, qu'il est très difficile de percevoir quand on n'est pas dans ce monde-là. Ça demande vraiment un niveau d'implication en termes de développement personnel qui est extrêmement intense et qu'on ne peut pas percevoir tant qu'on ne pratique pas ce genre d'activité. Et donc, quand je parle de spéculateurs, de traders ou d'investisseurs, je ne parle absolument pas des jeunes diplômés qui sont fougueux, qui souhaitent faire leur million le plus rapidement à Wall Street pour ensuite se faire la malle et vivre tranquillement une autre vie. Ça, pour moi, c'est un leurre dans lequel tous les jeunes tombent. Et moi, d'ailleurs, si vous connaissez un petit peu mon histoire, je suis tombé dans ce leurre. Je la raconte sur cédricfroment.com, tout en bas. Je vous raconte ça sous 6 chapitres de vie. Et je suis tombé dans ce travers. Et voilà, je m'en suis remis, mais j'étais en plein dedans. Donc quand je parle de spéculateurs, je parle des vrais grands spéculateurs qui ont marqué l'histoire de la finance, comme par exemple Jesse Livermore. Eh bien, jamais ces traders ne se sont arrêtés sur un chiffre magique en se disant « Allez, ça y est, c'est fini, j'arrête tout, il y a le nombre de gyros qu'il me faut sur mon compte, c'est bon, je passe à autre chose. » Bien au contraire, c'est l'amour du processus, c'est la chasse au trésor des opportunités et c'est le phénomène de rareté qui gravite autour de cette activité qui les a poussés à tant aimer la spéculation. Et le résultat financier, au final, ce n'est qu'une conséquence de leur vision. Ce chiffre magique n'est donc qu'un accident positif qui finit par se matérialiser à force d'entretenir par des actes quotidiens la vision qui émane de leur fort intérieur. Pour ces spéculateurs, cette vision n'a jamais été un sac plein de billets, sinon il est probable qu'ils auraient fini gangsters.
Donc si vous ressentez en vous cet appel de la spéculation et non de la liasse de billets, je vous invite à visionner le replay de la webconférence dans laquelle vous découvrirez eh bien, les 5 étapes par lesquelles vous serez obligé de passer si vous voulez devenir trader débutant à trader rentable. Vous allez devoir les affronter et les surmonter, ces 5 étapes. Donc, je vais vous donner mon meilleur conseil sur chacune de ces 5 phases pour pouvoir, eh bien, tout simplement la gravir, la franchir avec les meilleurs outils, les meilleurs conseils et la plus grande vitesse possible, tout en se concentrant sur le processus et non pas sur un fameux chiffre magique qui est illusoire, qui est une illusion, qui est tant décrié et tant défendu par les médias et par le monde entier, alors que derrière tout ça, la réalité est complètement opposée. Le marché des cryptos est toujours en situation de consolidation. Donc là, on est sur le Bitcoin. Donc je vous rappelle un peu le contexte. On avait cette énorme base ici. On s'attendait tous là à ce que ça casse par le haut et qu'on attaque directement bien la nouvelle phase. Ça a cassé par le bas. On a eu donc une grosse, un gros vomito là. Boum, c'est parti très très fort vers le sud. À nouveau une large base. Et là, par contre, on est parti par le haut. Donc là, potentiellement, inversion de cycle, reprise du cycle de bull market. Il va falloir simplement qu'on le valide par une première consolidation qui est en train de se mettre en place, de type tasse-séance. Alors, vous le voyez, on a la tasse ici avec un double creux. Et là, on serait actuellement en train de former l'anse. Il va falloir tout simplement, dans l'idéal, que les fluctuations se resserrent et qu'on ait un breakout pour que là, il y ait voilà, véritablement ce signal de reprise qui soit intéressant. Et ce sera d'ailleurs l'objet d'une potentielle prise de position pour ceux qui s'y intéressent. C'est sur ce genre de moment où on a le meilleur ratio gain-risque. C'est-à-dire que voilà, en entrant, quand la pattern est mature, pas maintenant, mais quand la pattern est mature, dès qu'elle fait son breakout, si on rentre et qu'on met un stop en dessous, le potentiel de décalage à la hausse il est très 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 important. Et si le scénario s'annule, ce qui arrive en moyenne une fois sur deux, et bien la perte enregistrée est très faible comparativement à l'accident positif derrière auquel on s'expose. Et c'est voilà, c'est juste ça la bourse, c'est pas de prévoir l'avenir, c'est juste d'être bon une fois sur deux. Mais quand on est bon une fois sur deux, on s'expose à des gros accidents positifs de richesse. Et quand on n'est pas bon une fois sur deux, et bien on s'expose simplement à des petites pertes bien maîtrisées. Et en faisant ce genre de choses, et bien tout simplement en répétant des dizaines, des centaines, des milliers de fois, c'est comme ça qu'on construit un patrimoine financier grâce à la spéculation boursière. Donc le Bitcoin, toujours en zone de consolidation. En hebdomadaire, on a la fameuse muraille de Chine à passer cette énorme résistance. Vous voyez qu'ici, on bute dessus. Donc quand on l'aura passé, on pourra partir du principe qu'on est dans une situation qui s'apparente davantage à une reprise de cycle haussier, donc typiquement un bull market. Sur l'IOS cette semaine, toujours là sur la zone de résistance. Alors je vais passer le graphe en échelle logarithmique parce que sinon on voit pas grand chose, tout est écrasé tellement la volatilité est forte. Donc voilà, on est toujours sur cette zone de résistance, donc zone de résistance à passer pour se retrouver vraiment dans une dynamique haussière forte vers le haut de cette résistance historique. Hop, on va la tracer comme ceci. Et en journalier, qu'est-ce qu'elle nous donne en journalier, cette crypto? Donc voilà, même genre de consolidation. Pour le moment, ça se comporte très bien. C'est-à-dire que les cours se stabilisent sous le pivot. Vous le voyez, ce pivot. Donc là, on a une stabilisation des cours. Les fluctuations sont de moins en moins importantes. Et ça, c'est vraiment très très bon signe. À chaque fois qu'un gros mouvement se met en place, eh bien, la plupart du temps, c'est parce qu'on a vraiment des fluctuations comme ça qui se réduisent avant un breakout. Donc le breakout donne le sens du mouvement qui va se mettre en place. Et si vraiment ces fluctuations étaient très très faibles, eh bien, ce mouvement est d'autant plus fort et d'autant plus explosif. Ensuite, pour l'Ether, l'Ether, donc la consolidation n'est pas encore propre. Là, il y a rien de très intéressant. La consolidation, elle est assez déstructurée. Donc voilà, affaire à suivre. Dans l'idéal, ce qu'on veut, c'est tout simplement que ça travaille autour de ce range avec des fluctuations qui s'affaiblissent et qu'ensuite, boum,
on est le breakout. L'Ethereum qui a du retard hein, par rapport aux autres, puisque vous le voyez, on est vraiment sur le niveau de pivot de cette large base, de cette structure de retournement de tendance. Là, on est vraiment sur dessus, alors que sur les autres cryptos, on est bien plus haut. Voilà, je crois que la crypto la plus avancée, si je la retrouve, c'était quoi? C'était Litecoin. Litecoin, on est déjà bien avancé. Hein. La structure de retournement, la large base était ici. On a eu une première consolidation ici de pas très jolie qualité. On en a eu une deuxième beaucoup plus belle. Hein. Vous la voyez, c'est un petit triangle que moi j'appelle à chaque fois, j'appelle ça les tas-séances, hein, parce que ça prend la forme de tas-séance. Donc sur le Litecoin, on a déjà eu la confirmation d'un retournement de tendance ici. Et donc là, tout simplement, nouvelle consolidation de continuation de tendance. Donc je vous le rappelle, hein, pour qu'un marché se retourne dans son ensemble, il faut qu'on ait le même genre de signaux qui soient validés sur les majeurs. Hein. C'est comme sur les indices boursiers, il faut qu'on ait le même genre de signaux qui soient enregistrés par les actions qui le composent, ou si on veut avoir une vue beaucoup plus globale macro sur ce qu'on fait d'ailleurs en dernière partie de cette vidéo, sur les indices américains, sur les indices européens. Et quand tout est aligné, ça veut dire qu'on a vraiment un gros mouvement psychologique de fond, une grosse vague, une grosse lame de fond qui va dans le même sens, et cette vague est en général un gros bulldozer, et du coup multiplier les trades dans ce genre de contexte de marché, eh bien c'est idéal pour spéculer. Analyse du sentiment de marché, on part sur l'indice Nasdaq sur les États-Unis. On arrive cette semaine en haut de range. Alors, il n'y a pas eu de cotation toute la semaine. Hein. Le vendredi a été férié et le lundi de la semaine prochaine sera probablement férié. Donc, cette semaine n'est pas très représentative. Cependant, voilà, on arrive sur une zone, sur un point dur, et vous allez voir que sur le SP500, on est dans la même situation. Hein. Hop là, SP500, on arrive sur une zone de résistance au sein d'un range. Donc, on verra si cet excès va se prolonger et aller chercher la zone de bull market, ou tout simplement si le mouvement va s'étouffer ici, va ralentir et va s'affaiblir. Sur le marché européen, beaucoup plus de force. Hein. Le CAC 40 avec dividende brut réinvesti a carrément cassé cette semaine. Lui est en situation de bull market. Je vous répète depuis plusieurs semaines que compte tenu de l'extrême volatilité de ce V-bottom qu'on a eu ici, ce signal de bull market ici, il n'est pas, voilà, c'est pas un signal à prendre en compte comme ça d'emblée. C'est plus lié à de la volatilité qu'à une vraie situation où les investisseurs sont prêts à accueillir une nouvelle grande tendance de hausse. Il faudrait qu'on ait ce genre de signal en cohésion avec tous les autres indices boursiers du monde. Donc vous l'avez vu hein, sur les États-Unis, on n'y est pas encore. Bref, en tout cas, c'est plutôt positif. Hein. Il vaut mieux que ce soit dans ce sens-là que dans l'autre. Pour le CAC, petite et moyenne capitalisation, lui, on est en train de passer la résistance sur le 1 tiers du range. Donc la dynamique est haussière, on se dirige vers le haut du range. Et le DAX, lui, a montré beaucoup plus de force cette semaine. Ça fait vraiment plaisir puisque c'est le retardataire. Hein. Eh bien, regardez, cette semaine, là, on avait... Il y a 3 semaines, on a eu la cassure. La semaine précédente, on a eu la temporisation. Et là, boum, c'est bon. Cette petite temporisation, elle a été validée par le haut. Donc là, la dynamique la plus probable au cours des prochains mois pour l'été sera en direction du haut du range pour le DAX. Donc une dynamique haussière attendue sur les indices européens. On va voir les indices américains, je reviens dessus, mais on va voir comment ils vont se comporter sur cette zone de résistance. S'ils cassent, on aura un nouveau débordement. Je ne parlerai pas vraiment de marché haussier, hein. On sera simplement dans une zone de range très dynamique avec beaucoup de volatilité et une belle pression haussière. Mais je ne vous recommanderais pas de partir sur un money management agressif comme ce qu'on peut pratiquer dans des bull markets tant que voilà, on n'aura pas plus de visibilité sur cette volatilité. Donc voilà, le sentiment de marché, on est toujours en range, en situation de hausse. Il y a des opportunités qui sont analysables depuis les screeners américains. Sur le marché européen, c'est toujours très creux, c'est toujours très faible. Donc affaire à suivre. En tout cas, le plus important, c'est que vous sélectionnez. On ne traite pas les indices, hein, contrairement à ce que certains qui débarquent sur la chaîne et sur ces vidéos du samedi ne comprennent pas. Ces indices-là sont simplement une boussole pour nous donner
le type de money management que l'on doit privilégier. Après, tout le reste, c'est un travail qui se fait directement sur les screeners et sur les opportunités de marché. Et quand il n'y a pas d'opportunité, même si les indices boursiers sont bien orientés, on ne peut pas inventer les opportunités et les trader. D'où vraiment l'importance de faire en première étape son travail sur les screeners et en deuxième étape de voir grâce à cette analyse du sentiment de marché quel type de money management on va mettre en œuvre. Donc cette semaine, je vous rappelle que dans le lien en description, je vous propose le replay de cette webconférence du trader débutant au trader rentable, les 5 phases par lesquelles vous allez forcément passer. Vous le voyez sur ce petit graphique là sur la gauche, 1, 2, 3, 4, 5. Ça, vous êtes obligé, il y a personne qui se met à la bourse et qui arrive directement à la phase 5 et en général la plupart des spéculateurs ou des boursicoteurs, que ce soit de la crypto, du forex, des actions, ce que vous voulez, à partir du moment où on commence à investir en bourse, eh bien on lâche l'affaire en phase 3. Et c'est dommage parce que c'est là où tout le travail a été réellement fait entre la phase 1, 2 et 3. C'est là où tout le travail a été fait. C'est là où on a le plus souffert de manière émotionnelle. C'est là où on a passé le plus de temps sur les graphes, etc. Et tout le temps, la plupart des spéculateurs lâchent l'affaire au niveau de la phase 3. Donc, dans cette webconférence, je vais vous expliquer comment vous mettre directement sur la courbe ascendante de la phase 4 et ensuite passer sur la phase 5. Tout ça est illustré avec des cas pratiques, des exemples. Donc, inscrivez-vous à ce replay. Il y a aussi un gros PDF de la webconférence qui sera à votre disposition. Donc, le lien est en dessous de cette vidéo. Inscrivez-vous ici. Vous allez recevoir sur votre boîte email toutes les informations pour participer au replay de cette web conférence. À tout de suite.